Et il y a une quête de sens, donner du sens à l'expérience de mort imminente et comment la concrétiser, qu'est-ce que je pouvais en faire finalement, comment diffuser cet amour en restant humble, discrète et en restant moi-même finalement. Donc le don de moi-même auprès des personnes malades en soins palliatifs, pour moi, c'est aussi le sens de ma vie. C'est aussi, en fait, je trouve ça tellement naturel d'aider les personnes mourantes. On est content quand un nouveau-né arrive, mais la mort, elle n'est pas dramatique comme on le pense. Il n'y a rien de tragique, en fait. Tu as occulté cette expérience de mort imminente par protection, pour 1 milliard de raisons qui te sont propres et que l'on respecte. Comment ça te revient 20 ans après? Alors, je fais ma vie comme si je n'avais jamais eu de soucis. Vu que j'ai récupéré l'usage de mes jambes, bah voilà, je trouve un mari, ou le mari me trouve, en tous les cas, on se trouve. J'ai 2 beaux enfants, je deviens assistante maternelle. Je travaille comme assistante maternelle entre 15 et 20 ans. Mais c'est vrai qu'au bout de 20 ans, je suis figée dans mon canapé et plus les jours défilent et plus je me bloque. Plus j'ai des douleurs et plus j'ai des flashs. Je dis: «Je vous paierai la prochaine fois quand j'irai mieux». On fait ça et je lui ai mis une pression d'enfer parce que je menaçais de me suicider quoi, en fait, hein. Et qu'il était mauvais thérapeute en quelque sorte. En plus. Que je l'avais trop payé. Bah oui, parce que c'est un effort financier. Hein. Ah oui. Et donc, c'était mon choix d'investir sur ma santé mentale. Mais voilà, il fallait que j'aille mieux, vraiment, c'était une urgence. Parce que voilà, il y a la famille, enfin, il y a mes enfants à s'occuper, il y a mon mariage qui est en péril, moi je suis en péril, il y a tout qui bascule, hein. Il y a tout qui peut basculer en un instant. Il me dit: «Bon, la semaine prochaine, on commence». Je lui dis: «Attention, là, donnez-moi votre parole, hein». Et en fait, on a vraiment commencé. Il m'a fait respirer tranquillement, dans un état de relaxation intense. Il m'a fait respirer des huiles essentielles. Il m'a mis en état d'hypnose. Et c'est parti mon kiki. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous. Je suis Marie-Louise, tarologue, et je vous propose plusieurs fois par semaine des émissions tournées autour de la spiritualité. Dans cette émission, je suis tellement heureuse d'avoir reçu à nouveau Christine Clémineau. Dans cette émission, Christine nous parle de sa vie après son expérience de mort imminente. Si vous avez suivi, si vous êtes passionné comme moi par les EMI, je vous invite très très fortement à regarder la première partie. Je vous mets le lien évidemment sous la vidéo. Donc dans cette première partie, Christine nous livrait un récit très complet, très détaillé de son EMI qui a été assez longue, mais je vous spoile pas l'émission. Et sur cette seconde partie, ça nous tenait à cœur de parler de l'après-expérience de mort imminente. Qu'est-ce qu'elle en a fait, comment elle a pu rebondir, entre guillemets, comment elle a pu s'en sortir, parce que Christine n'était pas censée remarcher, par exemple. Et on parle de tout ça, de plein de sujets qui tiennent à cœur, qui sont porteurs et qui sont extrêmement positifs. Et croyez-moi, dans le monde dans lequel nous vivons, ça fait du bien d'avoir de tels discours. Avant de vous laisser entre Christine et moi, je voulais vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, à partager, à commenter. Si ça n'est pas le cas, je vous invite à le faire et à vous abonner évidemment pour commencer. N'oubliez pas la petite cloche pour être notifié de toutes les vidéos et de tous les lives qui arrivent. Je vous promets des grosses surprises pour cet été, évidemment. Et en attendant tout ça, je vous laisse entre Christine et moi. Je vous remercie infiniment et je vous dis à tout vite. Ciao. Bonjour Christine, re-bienvenue sur la chaîne. Avant de commencer, comment est-ce que tu vas? Super bien. Merci Marie-Lou pour cette invitation à nouveau. Effectivement, on avait fait une première émission qui était assez longue où tu racontais une expérience de mort imminente très riche en détails, en souvenirs que tu as vécu il y a
de nombreuses années et il nous tenait à cœur, toutes les 2, de faire une deuxième partie pour parler de l'après-expérience de mort imminente qui reste quand même fondamentale chez les expérienceurs, parce que l'expérience de mort imminente est un moment qui est extrêmement marquant, mais c'est qu'est-ce qu'on en fait derrière? Et on va parler de tout ça toutes les 2. Alors pour les gens qui nous regardent et qui ne connaissent pas Christine, qui témoigne beaucoup, je vous invite à regarder la première émission évidemment qui est très, très, très complète. Elle fait 1 heure et demie, hein. Pendant 1 heure et demie, tu racontes, cette expérience de mort imminente qui a été très longue et encore une fois très riche en enseignements, en messages et pour rappel, tu es à l'hôpital parce que tu as fait une chute volontaire et tu es une ado qui, quand on sort du contexte spirituel, est-ce que tu peux nous raconter ton état physique, à ce moment-là, concrètement? Alors, c'est vrai que suite à cette chute volontaire, non seulement il y avait un mal-être intense et mon corps a été multifracturé, hein, à plusieurs endroits. Donc, j'étais fracassée de partout et j'ai eu une chirurgie assez lourde. Donc j'ai quelques séquelles aujourd'hui, mais vraiment, j'ai une force de vie incroyable et de réparation, naturelle aussi, hein. Le corps, a puisé dans ses ressources pour que je puisse être debout, retrouver l'usage de mes jambes et voilà, je me déplace, tout à fait normalement. Oui, parce qu'effectivement, tu étais pas censée remarcher. Il y a eu un diagnostic de paralysie, en effet. J'ai vécu 1 an en centre de rééducation pour me remuscler, mais au bout de 3 mois déjà, j'avais retrouvé l'usage de mes jambes. L'énergie est revenue et l'énergie, une énergie fulgurante, hein. Je te parle d'une énergie vitale, mais aussi, dans le corps, au niveau cellulaire, au niveau osseux, hem, ça a été vraiment en profondeur. Là, on parle d'une guérison, j'ai pas envie de dire miraculeuse, j'ai pas envie de le dire. Je pense que j'ai été vraiment chercher loin dans ma capacité à me reconstruire. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu reviens dans ton corps, tu n'as pas de souvenir de cette expérience de mort imminente. Comment ça se passe quand tu te réveilles de ce coma? Alors, il y a quand même une petite nuance parce que, quand je me suis réveillée, j'en revenais pas d'avoir, retrouvé, mon corps. Mon père me tenait la main, j'étais encore, intubée et j'ai dit: «Mais» on m'extube et je dis à papa, «Mais papa, tu devineras jamais que j'ai vu maman, je suis allée dans un tunnel, j'ai vu un jardin». Il y avait et en fait, je cafouillais parce que j'avais la gorge toute serrée, hein. Quand on te retire le tube, c'est pas facile de parler et mon père, me dit: «Mais tais-toi, il y a le chirurgien qui arrive, tais-toi». Donc j'ai mis un couvercle là-dessus et j'ai pas pu en parler, j'ai pas pu me livrer, en fait. Mais pendant plusieurs jours, entre c'est difficile à évaluer, hein, parce que déjà ça fait plus de 20 ans, peut-être, 4-5 jours, le mur devant moi n'arrêtait pas de s'illuminer et de s'ouvrir comme un tunnel qui continuait de m'accueillir et en fait, c'était cette transition qui était difficile à amorcer. Est-ce que j'étais dans mon corps, dans la chambre d'hôpital ou est-ce que j'étais encore dans l'expérience? Finalement, j'étais encore dans cet entre-deux. Voilà, ça a été c'est un souvenir indélébile. Voilà. Ça, c'est très particulier à me rappeler. D'accord, effectivement, ouais, c'est nuancé parce que je me souviens, que tu avais raconté dans la première émission que l'expérience de mort imminente peut être entière, t'es revenue de nombreuses, années plus tard. Mais, ça devait pas être évident parce que tu étais assez jeune et puis tu venais de vivre, un traumatisme, émotionnel, physique mais je me souviens, tu vois, tu l'as dit, force de vie et d'un caractère bien trempé. Je m'en rends pas compte, j'ai l'impression que je suis une douceur. Non, mais tu es très douce, mais c'est vrai que jeune et peut-être encore, Non, maintenant. mais c'est vrai que j'ai gardé ce côté, Mmh. combatif. On va pas marcher Rebelle. sur les pieds, on va pas m'enquiquiner, on n'a pas à me dire ce que j'ai à faire. Voilà, c'est ma morale Non, d'abord. Je dis pas que mais j'ai ça, la c'est meilleure morale, mais voilà, j'ai ma conduite.
Mais ça, c'est très, très bien. Donc quand tu reviens, parmi les «vivants» entre guillemets, donc tu es un peu partagé entre: «Je comprends pas trop, mais je profite encore un peu d'un entre-deux». Tu as ton papa. Alors ton papa, quand il te dit: «Ne dis rien», tu le prends comment? Tu le comprends? Ça t'énerve? Ça comment tu te sens? Alors, on a mon père et moi, on a un passé, vis-à-vis de la maladie de ma mère assez tumultueux, hein. Donc moi, je lui fais totalement confiance à ce moment-là. Je comprends qu'il y a un danger pour ma santé mentale et j'ai peur d'être associée à la maladie de ma mère, qui est la bipolarité et j'ai peur d'aller à l'asile, hein. J'ai peur d'aller chez les fous parce que je me rends à peine compte que ce que je dis, ça n'a pas de sens. Parce que pour moi, c'est vraiment une réalité, tu vois? Je sors d'un monde, parfait. Donc, voilà, cet écart-là est très difficile à gérer psychologiquement et je dois me tenir à carreau. Je me reprends tout de suite dès que le chirurgien arrive, voilà, je suis la petite fille parfaite, quoi. Je réponds aux questions, voilà: «Comment évaluez-vous, madame Cléminot, la douleur?» Enfin, je réponds à toutes les questions, voilà, je suis au carré et j'essaye de pas déborder. Oui et l'objectif de ton papa, c'est pas de te dire, «Tais-toi, tu es folle», c'est justement: «Ne «Fais dis attention, rien». ouais, on va Voilà. te médicamenter, tu vas Ouais, aller chez les fous, tais-toi, quoi». exactement et comment cette expérience de mort imminente est acceptée plus tard par ton père, par exemple, qui est là? On n'en a plus jamais parlé. D'accord. OK. Parce que j'ai compris qu'il avait peur pour moi. Alors déjà, d'une, après une tentative de suicide, imagine-toi, il était terrifié, hein, que je recommence. Mmh. Parce que j'ai eu des propos très violents, hein, à mon réveil. Je dis: «Mais papa, viens, on se coupe les veines, on y retourne, tu verras, c'est merveilleux». Enfin, j'étais dans un état, délabré, hein, de souffrance vraiment extrême, quoi. Donc ça a été difficile et après j'ai dit: «Bon, il faut que j'arrête de le faire souffrir. Voilà, c'est pas le moment» et c'est vrai que la douleur psychologique aggravait mes douleurs physiques. Parce que vu que j'étais fracassée, après j'étais dans un moule de plâtre. Je suis restée longtemps dans un moule de plâtre, hein, de la tête aux pieds presque. Cette phrase-là, les douleurs physiques psychologiques aggraver les physiques, ça me fait penser à ce que tu nous as raconté de ton EMI, que si tu es en colère, tu tombes en bas et que si tu arrives à retrouver ta joie, tu remontes vite. C'est très beau parce que malgré tout, malgré ce retour qui est c'est pour ça que je dis matériellement, physiquement, faut voilà, il y a un contexte qui est lourd, qui est très difficile pour toi, pour ton papa. Malgré le contexte qui est dur à vivre, tu as gardé des belles choses de cette expérience et même si tu comprends peut-être pas tout, tu arrives à t'en servir pour toi et pour une guérison qui est quasi complète et ça, c'est sans parler de miracle parce que je respecte que tu ne veuilles pas en parler, c'est incroyable. C'est extraordinaire cette guérison. Hem, Suite à l'expérience de mort imminente que j'ai donc occultée, hein, 1 semaine après, ça y est, je l'avais zappée, je me rappelais plus de rien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette force, cette lumière et cette confiance ne m'a plus jamais quittée. Je suis portée, j'ai un élan, ça me paraît facile. Il y a pas de blocage devant moi. En fait, il y a pas de barrière. J'ai accès à tout tout ce que j'ai envie, tout ce à quoi j'aspire et je ne pense pas être différente de vous. Je suis de chair et d'os comme vous, j'ai un esprit et un corps comme vous et je pense qu'on a chacun cette possibilité, d'avoir plein d'espoir, de garder cette foi-là en permanence parce qu'on n'a pas véritablement de barrière. La seule barrière qui existe, c'est celle que nous mettons, hein. Ça, c'est fabuleux à comprendre. C'est nous la barrière, en fait. C'est nous qui posons la Mmh. barrière. Oui, parce que cette guérison que tu as eue, tu pas une élue, parmi tout le monde. C'est pas, grâce à cette expérience de mort imminente. Tu as eu cette guérison profonde parce que tu l'as «provoquée» entre guillemets. Comment tu l'expliquerais ça? C'est vraiment quand j'ai été face à l'être de lumière qui m'a montré toute ma puissance d'être, toute la puissance de mon esprit, hein. Là, on n'était pas dans le corps dans l'expérience, mais il m'a montré toutes mes qualités. Ça a été vraiment une révélation pour moi. Ça a été, j'ai envie de dire, une évidence et c'est pas pour autant que j'ai un ego démesuré, sinon vous me le dites et on arrête l'interview.
Non, non, on est tous à égalité, d'accord? Et ça, c'était aussi un message important dans l'expérience. Je ne suis pas différente de vous ou du clochard de la rue. Vous comprenez? En qualité d'esprit, nous sommes tous égaux. C'est C'est capital de le important. comprendre. Et c'est ça qui m'a aussi rééquilibrée par rapport à tout ce que je pensais de néfaste de moi. Ça n'existait plus. Et c'est vrai que j'ai gardé un peu cette connaissance. J'ai gardé cette connaissance que nous sommes tous égaux. En qualité d'esprit, on peut avoir un éclaircissement, on peut être surpuissant en fait, on peut se dépasser, c'est plutôt ça l'idée. On peut se dépasser, on peut se perfectionner, on peut avoir accès à l'illimité de soi en fait. Le soi n'a pas de limite, si je le dis comme ça va? Complètement. Et donc toi, tu l'as expérimenté, dans la matière en étant la petite fille sage qui écoute aussi, ce que disent les médecins, la convalescence, mais en trouvant aussi cette force, pour marcher parce que ça, c'est quand même extraordinaire. Alors il faut dire que j'y croyais même pas à la paralysie. J'ai dit au médecin: «Vous verrez, ça va bien se passer». J'ai dit à papa: «Ne commence pas à faire les travaux, annule les travaux, on va pas m'inscrire dans une école spécialisée, pour handicapés». J'ai rien du tout contre les handicapés puisque moi-même je l'ai été, mais j'y croyais pas. J'avais cette connaissance que j'allais récupérer mes forces et toutes mes capacités psychiques, mes capacités physiques, mes capacités émotionnelles. En fait, il y a tout s'est nettoyé. Bon, peut-être que là, j'idéalise quelque chose, c'est-à-dire que je vous cache quelque chose, et je vais être très honnête, hein, parce que vraiment l'interview, c'est ça. J'ai caché ma colère. J'ai caché ma colère d'être venue et de ne pas être restée dans ce monde merveilleux, de ne pas avoir su supprimer la souffrance pour de bon. Hein, parce que voilà, j'avais ce passé et ça m'a quand même pollué. Cette colère m'a pollué un paquet d'années quand même. Et voilà, 20 ans plus tard, quand c'est revenu en mémoire, j'ai pu travailler dessus enfin. Voilà. Et ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que toutes les colères qui nous conditionnent, hein, dans nos comportements, dans nos décisions, qui nous privent de notre liberté, on peut la transformer en joie de vivre et en épanouissement personnel, quoi. C'est un Mais beau encore, message faut-il en d'espoir. avoir conscience. Voilà le Oui, travail. c'est ça. Mais c'est un beau message d'espoir. Alors, tu nous l'as bien précisé là et dans la première émission, tu as occulté cette expérience de mort imminente par protection, pour 1 milliard de raisons qui te sont propres et que l'on respecte. Comment ça te revient 20 ans après? Alors, je fais ma vie comme si que j'avais jamais eu de soucis. Vu que j'ai récupéré l'usage de mes jambes, bah voilà, je trouve un mari, ou le mari me trouve, en tous les cas, on se trouve. J'ai 2 beaux enfants, je deviens assistante maternelle. Je travaille comme assistante maternelle entre 15 et 20 ans. Mais c'est vrai qu'au bout de 20 ans, je suis figée dans mon canapé et plus les jours défilent et plus je me bloque. Plus j'ai des douleurs et plus j'ai des flashs. Les nuits se passent mal. J'ai les yeux ouverts, j'ai beaucoup les yeux ouverts. J'ai les yeux écarquillés et les souvenirs m'assaillent. J'ai des visions qui m'assaillent en fait. J'ai ma mère, j'ai le tunnel, j'ai une lumière, même quand il pleut, même quand il fait nuit, j'ai la lumière dans mes yeux. J'ai ma lumière, ma maman qui me parle, qui me donne des messages. Et voilà, maintenant je sais que c'est l'expérience de mort imminente qui avait besoin d'émerger à nouveau et qui se remémorait, que je remémorais, mais c'était compliqué parce que je ne savais pas à quoi ça correspondait. Je ne savais pas ce que c'était une expérience de mort imminente, j'en avais jamais entendu parler. Donc je dis à mon mari: «Écoute, j'arrive plus à travailler, je sais même plus pourquoi je suis là, je crois que j'ai des idées noires à nouveau, ça va pas. J'ai mal partout, j'arrive plus à marcher sans avoir mal». Et il me dit: «Bah, écoute, va consulter en urgence». Donc il y avait les annuaires téléphoniques, il y avait les bottins à l'époque. Donc au hasard, psychothérapeute, on prend rendez-vous et pendant 6 mois, il me fait parler. Et au bout de 6 mois, je lui dis: «Écoutez, je vous ai donné beaucoup d'argent, j'ai passé beaucoup de temps et là, je vais pas très bien encore. En fait, je vais pas mieux. Je suis capable d'aller, sous une voiture en sortant de chez vous. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais plus sortir de chez vous
et vous allez me faire aller mieux. Et cette fois-ci, je l'ai menacé. J'ai dit, je vous paierai la prochaine fois quand j'irai mieux. On fait ça. Et je lui ai mis une pression d'enfer parce que je menaçais de me suicider, quoi, en fait. Hein. Et qu'il était mauvais thérapeute, en quelque sorte. En plus. Que je l'avais trop payé. Bah oui, parce que c'est un effort financier. Hein. Ah oui. Et donc, c'était mon choix d'investir sur ma santé mentale. Mais voilà, il fallait que j'aille mieux, vraiment, c'était une urgence. Parce que voilà, il y a la famille, enfin, il y a mes enfants à s'occuper, il y a mon mariage qui est en péril, moi je suis en péril, il y a tout qui bascule, hein. Il y a tout qui peut basculer en un instant. Il me dit, bon, la semaine prochaine, on commence. Je dis, attention, là, donnez-moi votre parole. Hein. Et en fait, on a vraiment commencé, il m'a fait respirer tranquillement, dans un état de relaxation intense. Il m'a fait respirer des huiles essentielles. Il m'a mis en état d'hypnose et c'est parti mon kiki. Pendant à peine 3/4 d'heure, j'ai revécu les 5 jours d'expérience de mort imminente. Et mes larmes coulaient d'amour pendant la séance. Et quand la séance est terminée, il me dit, alors comment avez-vous vécu votre séance? J'ai vu ci, j'ai vu ça, donc ce que je vous ai raconté lors de la première émission. Mais de manière assez saccadée, tu vois, c'était des informations rapides et en flash aussi. Parce que là, je sais vous la raconter pendant 1h30 non-stop avec des détails. Là, au bout de 3/4 d'heure, c'était quand même pas aussi fluide et aussi complet. Mais lui, de manière complètement naturelle, tu sais ce qu'il me dit? Ça correspond à une expérience de mort imminente. Genre, c'est basique, tout le monde sait ça, quoi. Ah bon, alors qu'est-ce que c'est? Mais il me dit, bon, écoutez, l'heure est finie. Je lui dis, ah bon, l'heure est finie? Tu vois, parce que voilà, tu payes 60 balles, bah, c'est 1 heure, c'est pas 1h10. Donc, lisez Raymond Moody, vous allez comprendre. Je vais au sport d'hiver pour la première fois de ma vie. Je lis Raymond Moody à la montagne à 2000 mètres d'altitude. Je suis, alors là, je suis ouverte, quoi. La coquille est percée, quoi. Elle éclate. Et mon monde s'ouvre. Moi, je m'ouvre et mon monde s'ouvre. Et le monde s'ouvre. Toutes mes vacances ont été incroyablement lumineuses, Marie-Lou, parce que moi, j'avais l'impression que j'étais une ampoule. J'avais l'impression que je brillais et que tout le monde me regardait. Et j'avais dit, mais qu'est-ce qu'ils ont tous à me regarder? Et j'avais des confidences de personnes inconnues, dans le bus, dans la salle d'attente, en choisissant mes skis, et voilà. Et ça aussi, j'ai fait péter les barrières parce que je n'ai pas le droit de skier avec mon opération du dos. J'ai eu une totale confiance. Et en fait, j'étais très jalouse des gens qui s'éclataient dans la neige. Et j'ai dit, bah, moi aussi, je vais aller skier. J'ai une confiance absolue en ma capacité. Et voilà, je suis raisonnable. Hein. Je suis pas non plus inconsciente du niveau, du danger que ça représente. Donc, j'ai pris une assurance multirisque, rapatriement hélicoptère, etc. Mais c'était plus pour assurer mon mari. Et voilà, je suis partie skier. Et en fait, je me suis complètement ouverte, complètement libérée. La lecture de Raymond Moody, Lumière après la vie ou Vie après la vie, il me semble, ça a été une reconnaissance de mon expérience, ça a été une reconnaissance de mon existence, ça a été une reconnaissance de l'amour qui nous enveloppe, qui nous entoure et qui nous guide sur notre chemin de vie. Enfin, ça a été magnifique. C'est très petit ce que je dis, hein. Les mots sont complètement petits. J'adore parce que je t'imagine très bien te fâcher après ce psychothérapeute. Il t'oubliera pas, hein. Ouais. Et ça donne, alors c'est une excellente transition. Alors j'ai une question quand même avant. Quand tu as tout qui revient là, quand tu es chez toi, que tu dors plus, tu souffres, est-ce que avec le recul, est-ce que tu sais pourquoi c'est arrivé? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ou pas du tout? Je pense que j'étais prête. Je pense que c'était le moment pour moi que je mette des mots là-dessus et que je me libère. J'avais assez souffert. Il fallait que j'arrête d'être en colère et que je profite de la vie. Il fallait que ça soit facile, tu vois. Tout simplement. Je pense que quand on est prêt, quand on a envie d'entendre les choses, voilà. C'est OK. Et donc, la transition, la voici. Aujourd'hui, toi, tu travailles, tu es thérapeute et tu vas nous en parler bien mieux que moi.
et tu travailles aussi beaucoup sur la respiration et la relaxation. Donc, ce psychothérapeute t'a peut-être apporté bien plus de choses que tu ne pensais quand tu l'engueulais dans son cabinet. Bien sûr. En fait, il faut comprendre pourquoi je l'engueulais parce que pour moi, voilà, j'étais sur les starting blocks de ma nouvelle vie. Mmh. J'étais, dans un état d'urgence de vivre en fait, tout simplement. Une urgence d'être moi-même, une urgence d'aimer la vie et d'aimer le monde, d'aimer les personnes, hein, parce que j'étais voilà, j'étais pas bien avant, donc ça a été, une magnifique opportunité. Évidemment que je lui suis éternellement reconnaissante et les thérapeutes qu'on va voir, on les choisit pas au hasard, hein. Je vous ai parlé de hasard tout à l'heure dans le bottin, mais on était destinés à se rencontrer et à s'aider mutuellement. Parce que bon, je vous fais une petite confidence, il avait des auréoles de transpiration, sous sa chemise et je me suis dit: «Mais c'est bizarre que mon thérapeute soit dans un état pareil». Et en fait, mon EMI, l'a touché profondément parce qu'il avait lui-même perdu un enfant. Donc de m'entendre parler de lumière, de vie après la vie, de survivance de l'âme, qu'il y avait pas de souffrance de l'autre côté, en fait, ça l'a complètement bouleversé. Donc ça a été une rencontre magnifique. Et alors, beh, là, 2 transitions, ton travail et tes activités Mmh. aussi de bénévolat qui sont très en lien avec tout ce que tu viens de raconter. Donc est-ce que tu peux commencer par nous expliquer ce que tu fais dans la vie, ton métier de thérapeute? Parce que si mes souvenirs sont bons et on parle beaucoup de respiration, de Oui. se détendre, c'est important pour toi. Alors, Est-ce que tu peux ça nous ça s'est fait expliquer? pro ça a été un processus sur plusieurs années. Pendant 4 ans, je me suis formée à Paris. Je suis retournée sur les bancs de l'école. Et je me suis formée donc à la méditation, à la relaxation méditative par le toucher, c'est-à-dire par imposition des mains sur le corps de la personne qui a besoin d'aide. Alors, j'accompagne les personnes en souffrance psychologique, mais aussi en détresse psychologique. C'est-à-dire les personnes qui vont très mal, qui ne savent plus donner de sens à leur vie. C'est pas moi qui vais leur donner du sens. C'est grâce à la relaxation, au fil des séances, que eux-mêmes vont se libérer de leur carcan, de leur souffrance, de leur blocage émotionnel, de leur mal-être. Tout ça, ça va être complètement équilibré, nettoyé et apaisé. Et donc, la relaxation méditative par le toucher, c'est vraiment mon métier principal aujourd'hui. À côté, j'ai fait une formation de sophrologue. Donc là, je propose des exercices de respiration. On n'est pas loin de la méditation. Des exercices de respiration en visio ou par téléphone, mais c'est souvent en visio, hein, là, les exercices de sophrologie. Également de visualisation. Et moi, je les accompagne en faisant le même exercice qu'eux, dans le même temps qu'eux, pour qu'il y ait cette symbiose, cette connexion d'esprit à esprit, hein. Je les accompagne et on s'élance vers la nouveauté, vers l'émergence de tout leur potentiel pour aller mieux, de tout ce qu'ils ont oublié, tout ce qui est en veille, comme moi je l'avais été dans le passé. Voilà mon métier aujourd'hui, principalement aussi des tirages de cartes, en fait, des tirages de cartes, de médiumnité spontanée. Voilà, je ne vais pas prendre rendez-vous avec un défunt, c'est le défunt qui me contacte, parfois en amont du rendez-vous téléphonique. Et voilà, de la voyance, voilà, mais je découvre hein, ce potentiel qui maintenant, bon, ça fait quand même 5 ans. Mais là, j'avais pas besoin d'avoir vécu une EMI pour avoir cette capacité. J'avais déjà j'avais déjà cette ouverture enfant. Parce que mes parents m'avaient offert un tarot de Marseille, que tu connais bien, Marilou, à l'âge de à peu près 12 ans. Et j'avais vu dans les cartes le décès de ma mère. Et là, j'ai mal réagi. Et je me suis fâchée avec les cartes. Parce que j'ai dit, je ne savais pas. Hein, à 12 ans, tu vois qu'on manque beaucoup d'informations. Et j'avais vu le décès de ma mère. Donc, j'avais déjà cette capacité, cette ouverture et cette clairvoyance. C'est très tôt, 12 ans. Oui, et j'imagine tu étais en colère parce que déjà personne ne veut perdre sa maman. Mais, c'était pas un peu comme si c'était de la faute des cartes? C'était de la faute des cartes. Si on me mettait au courant, c'est que je pouvais changer l'avenir. J'ai pris toute la responsabilité, en fait. Et je l'ai très mal vécu, évidemment. C'est aussi une des raisons qui m'ont poussée au suicide. Hein. Enfin, voilà, c'est tout Mmh. un paquet de nœuds. Donc, il faut vraiment mettre de la lumière là-dessus et y avoir la connaissance avec un grand C pour
pour pas croire n'importe quoi. Et toi, tu insistes énormément sur le fait que oui, tu as fait une expérience de mort imminente, mais que ça n'est pas la cause de ton potentiel. L'expérience de mort imminente t'a permis d'en prendre conscience, mais que même sans une expérience de mort imminente, on peut complètement s'épanouir, se connecter à ses capacités et être lumière, en fait. Complètement, complètement. En fait, plus on est calme, plus on est détendu, relaxé, apaisé dans sa vie, plus le don va être en expansion, plus ça va s'ouvrir. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce métier de relaxologue de pleine conscience. C'est pour montrer aux gens qu'ils ont aussi la capacité d'être bien dans leur vie et d'avoir de beaux cadeaux, de belles ouvertures et de belles connexions et des belles synchronicités. Après, leur vie change, hein. Elle s'ouvre et il y a de multiples directions auxquelles ils n'avaient même pas pensé, ils n'avaient même pas accès. J'adore. Et est-ce que tu fais des séances de groupe par hasard à distance? Alors, j'ai organisé un stage avec un médecin en soins palliatifs l'été dernier. Ça s'est très, très bien passé. On a fait de la méditation de groupe. Ça a été une opportunité aussi que j'ai saisie. Ça a été nouveau pour moi, ouais, de savoir accompagner un groupe. Je te dis, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite dans ce à quoi on aspire pour s'éclater dans la vie. Et surtout pour aider. Pour aider les gens qui ont besoin, qui sont dans le trou. Oui, puis on est beaucoup plus nombreux, beaucoup plus à l'être qu'on ne le pense finalement. Parce que toi, bon, j'invite vraiment les gens à regarder la première émission, parce que c'est très profond sur le mal-être, où on comprend très bien ton acte, ta souffrance, ta colère par rapport à ce monde qui va mal. Et mais aujourd'hui, toi, alors tu vas pas sauver l'humanité, hein, là, ça serait très égotique, mais tu as gardé ça, et puis tu as gardé un peu, pas cette colère, mais ce côté rebelle pour faire vraiment bouger les choses. Ce Et côté c'est ça qui est urgence, beau. ce côté motivation, tu vois, cette Mmh. volonté, je crois que c'est le plus important. Quand on veut, on peut. Et j'y crois fermement. Bah, tu remarches alors que tu étais pas censé marcher. C'est un bel exemple quand même du quand on veut, on Là, peut. j'ai pas pu l'inventer, hein. Et j'ai Non. rien inventé, hein. C'est dans les comptes rendus médicaux, évidemment, hein. C'est pas, je suis pas en train de vous mentir, hein. Et aujourd'hui, alors ce médecin en soins palliatifs, aujourd'hui, tu as aussi une autre casquette, et ça m'a énormément touchée. Tu fais du bénévolat en soins palliatifs. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire? Alors, Cette belle histoire? toutes ces ouvertures m'ont profondément transformée. On parle de résilience en psychologie, c'est un terme que j'aime beaucoup. Et il y a une quête de sens, donner du sens à l'expérience des morts imminentes et comment la concrétiser, qu'est-ce que je pouvais en faire finalement, comment diffuser cet amour en restant humble, discrète et en restant moi-même finalement. Donc le don de moi-même auprès des personnes malades en soins palliatifs, pour moi, c'est aussi le sens de ma vie. C'est aussi, en fait, je trouve ça tellement naturel d'aider les personnes mourantes. On est content quand un nouveau-né arrive, mais la mort, elle n'est pas dramatique comme on le pense. Il n'y a rien de tragique, en fait. Il n'y a rien de mal il faut savoir apprivoiser la mort et Attends, l'appréhender avec excuse-moi, toute la beauté. ça a un peu coupé. Est-ce que tu peux reprendre ta phrase, s'il te plaît? Ah mince, j'étais en train de dire qu'il fallait apprivoiser la mort et l'appréhender avec toute la beauté qu'elle recèle. Oui, tout comme, on Je accueille, trouve le bébé. quelqu'un en fin de vie aussi délicat et aussi beau qu'un nouveau-né. On est dans le même passage. Voilà. Voilà pourquoi j'accompagne aussi les personnes à ne pas être seules dans ce passage. Parce que tout le monde n'a pas de la famille. Et même quand bien même on aurait de la famille, il y a des choses, des confidences, des regrets, des remords ou des colères
qui ne peuvent pas se dire à la famille parce que voilà, elles ont leurs propres raisons, et le bénévole a sa place là. Dans toute cette écoute, cette bienveillance, ce non-jugement et cette part émotionnelle qui n'est pas là, puisqu'on n'a pas ce lien de proche à proche, on est complètement neutre. Mais l'accompagnement, pour ma part, hein, je parle pour ma part, mais mes collègues sont formidables aussi, hein. Plus on est calme et plus on est en état de méditation à côté du patient, et plus c'est facile pour lui de faire le passage de manière détendue et en toute confiance. Tu comprends? Complètement. Bah, merci beaucoup de m'avoir permis d'expliquer mon bénévolat en soins palliatifs, parce que ça me tient à cœur de donner de mon temps de manière inconditionnelle aussi. C'est vrai qu'en tant que thérapeute, c'est mon métier, j'ai besoin d'un salaire pour vivre parce qu'on est dans un monde de matière. Mais le bénévolat me permet aussi de donner sans attendre de retour. Et ça, c'est le sens de la vie. Ta métaphore avec le bébé, le nouveau-né et la personne qui décède, elle me fait penser au film et au livre L'étrange histoire de Benjamin Button, qui est très touchante en fait. Et on comprend complètement le sens. Cette histoire, c'est un enfant qui naît vieux, et lui, en fait, il fait la vie à l'envers. Et quand il décède, c'est un tout petit bébé. Et là, il y a une émotion qui est très, très forte, parce que dans notre conception actuelle, ça n'est pas normal de perdre un nouveau-né, alors qu'en fait, ce nouveau-né, il a 80 ans. Et le choc, et ce film, si vous l'avez pas vu, il est vraiment incroyable. Il est un peu long, mais il est très, très beau. Et on comprend l'absurdité de laisser les gens âgés partir seuls, en solitude, comme tu le soulignes, et d'être très nombreux quand il y a un nouveau-né. Et c'est très, très beau. Oui, tu C'est sais important. ce que je remarque, c'est que les personnes malades, je vais surtout en oncologie, hein, donc les personnes malades du cancer, elles ne sont pas qu'un corps malade, elles sont une énergie et elles sont une âme. Et moi, c'est ça que j'accompagne, c'est l'âme de la personne. Tu comprends? Donc, l'âme du bébé qui est sur le départ, ou l'âme d'un vieillard qui est sur le départ, c'est la même chose, c'est une âme. Peu importe le corps, peu importe les plaies ou les tuyaux, ou que sais-je. Il faut dépasser ce schéma-là. Et dans ma reconstruction physique, émotionnelle, psychologique, complètement globale, c'est mon âme qui a aspiré à la lumière et à la beauté. Et à la beauté du chemin, à la beauté de la vie, à la beauté de la compréhension. J'étais pas qu'un corps, en fait, Marie-Lou. C'est pas que mes jambes qui ont marché. C'est mon âme qui a dit oui. C'est beau ça. Dans les soins palliatifs, est-ce que tu parles souvent de ton expérience de mort imminente, dans le sens, est-ce que les gens ont besoin d'être rassurés sur l'après ou pas? J'en ai jamais parlé. Ah J'ai pas besoin. Pourquoi? Déjà, d'une, j'ai peur d'être virée de l'association. Parce que le psychologue, voilà, un psychologue clinicien, enfin, ils sont pas tous ouverts, hein, voilà, à la spiritualité, à la vie après la vie. Et en fait, le bénévole, il a plus une posture d'ouverture qui permet à l'âme du patient d'ascensionner, de cheminer. On est plus là vraiment dans l'accompagnement bienveillant qui permet la stabilité et la non-peur de mourir. J'ai pas besoin d'en parler, c'est quand la personne plonge dans mon âme aussi, dans mes yeux, dans ma stabilité émotionnelle, hein, parce que si je commence à pleurer et à m'écrouler, oh non, mourrez pas, je vais le retenir, ça va pas se faire, sereinement en plus. Hein. Ça pourrait même amener, si je suis pas bien, et la famille parfois se rend pas compte, mais elle retient. Ça pourrait même amener à une expérience de mort négative, si je vais loin dans ma réflexion. Créer des angoisses, créer des peurs, tu vois, qui transforment le passage, hein. Il faut le savoir.
Donc c'est vraiment tout en humilité parce que dans cette association, tu es bénévole, tu donnes de ton temps, de ton énergie, de ton calme, sans De jamais mon avoir amour. exposé. De mon amour sans le verbaliser. Il faut Oui, mais juste sans être. jamais avoir exprimé cette expérience que tu as vécue et ça, c'est incroyable parce que ça pourrait, te légitimer peut-être un peu plus, mais en fait, pas du tout. Tu es juste toi. Ouais, complètement. Et on est tous, en pleine humilité. On est tous calmes, les bénévoles. On a Mmh. notre grain de folie, évidemment qu'on rigole aussi en soins palliatifs, hein, puisque je vous dis que la mort n'est pas tragique et n'est pas forcément triste. Il y a des personnes qui sont très prêtes à partir et volontaires et calmes et OK avec leur vie, avec leur parcours, avec leurs erreurs, avec leurs regrets. Mais c'est vrai que le verbaliser, le conscientiser, ça change le départ. J'ai une question là qui me vient. Tu peux me dire que tu as pas envie d'y répondre. Tu peux me dire joker, comme à toutes d'ailleurs. Je la Il y a devine. quelques jours, il y a une loi qui a été votée en France sur la fin de vie. Alors, sans faire de politique, c'est pas de la politique là, Mmh. c'est du sociétal, hein. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'elle est au cœur de notre civilisation. Hem Et finalement, c'est une éthique personnelle. C'est notre libre arbitre qui a toute sa place. Et à aucun moment, le voisin décidera de ma mort. C'est un acte en pleine conscience. Si on peut le faire, tant mieux. C'est une question très difficile. C'est une question très difficile. Pour m'être suicidée, mon âme a décidé ça. Il a fallu que je passe par là pour cheminer et pour comprendre les mécanismes de mon esprit. À aucun moment, je ne permettrai à qui que ce soit de me juger. Et cette loi qui va passer, elle aspire aussi à ça, dans le non-jugement, dans le respect de la décision de l'autre. Donc, je ne vais pas vous dire que je suis pour ou contre, ça appartient à la personne en toute intimité. C'est tellement précieux. Euh, Si on veut se suicider, il y aura un chemin qui peut bifurquer à tout moment, puisque l'esprit est mouvant. À aucun moment il est fixe et emprisonné. C'est très évolutif. Et la personne qui veut mourir naturellement avec toutes les souffrances que ça implique ou pas, hein, pareil, c'est un chemin, c'est un choix et ça se respecte. Voilà ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Tu parlais là, donc que tu l'as dit et de toute façon, c'est complètement assumé parce que c'est ta vie. Donc quand tu sautes, au lycée au collège? Lycée? Lycée, oui. Quand tu sautes au lycée, c'est un suicide. Quand tu reviens de ton EMI, tu dis à ton père, on y retourne, ce qui peut être, effectivement, très difficile pour un papa, mais c'est son chemin, c'est le tien, c'est le vôtre. Est-ce que tu as, repensé à faire une EMI? Quel a été ton rapport avec le suicide après cette expérience? Je suis restée 20 ans en colère. J'ai clairement compris qu'on ne voulait pas de moi là-haut. Alors que je ne me rappelais plus qu'il y avait un là-haut. Je me suis dit, t'as pas réussi, c'est pas ton heure. J'avais plus le souvenir de mon UMI, hein, je vous le dis bien. Mais j'ai compris qu'il fallait que j'assume ma vie et mes choix. Je me suis mariée, j'ai choisi. On s'est choisi. J'ai décidé d'avoir des enfants. Quelle brutalité pour eux si j'avais commis ça à nouveau. Puisque moi, je l'ai vécu, même si je l'ai oublié. J'ai vécu ce que mon père a enduré. Vous vous rappelez quand j'ai incorporé mon père, toute la souffrance que j'ai créée en lui, en plus de la sienne, j'ai rajouté. C'est très culpabilisant le suicide, d'accord? Même si j'ai oublié ta question. Quel est ton message? En gros, c'est est-ce que tu as repensé à te Ah suicider? oui. Donc tu y réponds et quel est ton message plus largement autour du suicide et les EMI? Depuis que j'ai
conscience de mon expérience de mort imminente, à aucun moment je n'ai voulu repasser à l'acte de suicide. J'ai jamais voulu supprimer la vie, puisque la vie est un cadeau. Et ça, dans l'expérience de mort imminente, on me l'a clairement montré et je l'ai expérimenté. J'en ai le vécu, si tu veux, au cœur de mon cœur. Donc, relever le défi de la vie, c'est un choix, pleinement assumé pour ma part. Je suis pas préservée des épreuves, hein. Évidemment que j'ai mon lot d'épreuves encore qui me font grandir. Mais vous voyez, si je refusais les épreuves en me suicidant à nouveau, je sais qu'elles me seront représentées à nouveau dans la vie d'après. Ça, on me l'a montré dans l'expérience de mort imminente. Donc finalement, j'ai reculé pour mieux sauter, et encore, c'est pas sûr qu'on saute mieux. Enfin, excusez-moi de cette image, vu le contexte, c'est pas vraiment très malin de ma part, mais c'est-à-dire que les épreuves pourraient être encore plus lourdes à porter. Et je pense que les médiums, comme toi, ont cette connaissance sans avoir vécu de MI. Tu vois, quand tu communiques avec des défunts, et qu'ils peuvent t'apporter ce message-là et cette connaissance. Ça, en fait, mon message, pour être très très précise, c'est que le suicide ne résout pas la souffrance, puisque l'esprit continue de l'autre côté. L'esprit reste chargé et ankylosé de son mal-être. Le mal-être continue de l'autre côté, c'est clair? Donc on ne résout rien. Et on se retrouve encore avec plus de souffrance, et on tourne en rond de l'autre côté. On tourne en rond, on cherche la solution et on n'y arrive pas parce qu'on n'est pas volontaire. On ne dit pas oui à la vie. C'est très très clair. C'est important, c'est le message capital. J'aimerais revenir sur ce psycho-praticien que tu as rencontré et dont vous êtes aidés mutuellement. En état d'hypnose, tu as pu revivre cette expérience de mort imminente. Est-ce que tu arrives à te remettre dans cet état où c'était juste la seule fois pour que ça remonte? Ah oui, clairement, c'est une bonne question. En fait, c'est une aptitude que j'ai gardée et qu'on a tous. Ouais. J'ai pas de formation d'auto-hypnose. C'est juste moi-même avec moi-même. Quand je suis trop sous le coup de l'émotion, par exemple, puisque je suis quand même un être humain, hein, je suis comme vous, hein. On est semblables, je vous rappelle, hein. Je ne suis pas un extraterrestre. Du coup, évidemment que j'ai cette capacité à me détendre. Et là, mon esprit est libre d'aller dans des dimensions lumineuses et très hautes. Et des sphères que je ne soupçonne pas et que je découvre encore. On parle des mondes, de dimensions, d'univers parallèles, de communication avec les défunts, oui. Quand tu me parles d'auto-hypnose ou de cette porte entrouverte, on y a tous accès. Et ça donne cette possibilité de communiquer avec d'autres âmes, l'âme des défunts. Et c'est pour ça que il n'y a pas de limite. Mais c'est vrai qu'il faut être volontaire, il faut être en confiance. Il faut être stable psychiquement. Hein, parce que je ne parle pas de voyage astral ou que sais-je. Je reste très terre à terre et très, très ancrée dans ma pratique professionnelle. Parce que là, sinon, ça amène à des déviances et un vocabulaire trop New Age qui m'effraie et qui est dangereux. Hein. Là, parce qu'il y a beaucoup de charlatans qui profitent. On sent, oui, un gros esprit critique et moi, je salue les gens qui gardent un esprit critique parce que c'est nécessaire, vital. Et on sent aussi le poids quand même de la peur de la santé mentale due à la maladie de ta maman et aussi de la peur de ton papa. Et donc toi, oui, tu restes très ancré et on le voit bien avec ton beau jardin derrière, les plantes, la vie, j'adore. Mais est-ce que tu arrives, c'est ce que tu expliques en fait, dans tes pratiques professionnelles, je dis pas que tu emmènes les gens en état modifié de conscience comme une EMI. Si, parce que ça, on peut le dire. Enfin, figure-toi que si. Alors, si, on peut le dire. Allons-y, parlons-en. Parce que
il y a des personnes qui sont tellement détendues qu'elles ont l'impression de sortir de leur corps, une légèreté extrême. Ils se découvrent eux-mêmes, hein. C'est ça la belle surprise des séances avec moi, enfin avec moi. Tout bon thérapeute, en tous les cas, qui s'est bien Oui, accompagné. enfin, là, on parle de toi, en tout cas. En tous les cas, on parle de moi, mais c'est vrai qu'il y a cette capacité des personnes, à voir la lumière, à voir des couleurs, à aller dans d'autres mondes, à contacter des défunts en séance, dans cet état de relaxation profonde, hein. Ils sont allongés, habillés, en toute sécurité, mais eux, leur esprit s'élargit, leur esprit voyage, comme le mien dans l'expérience de mort imminente. On a tous un esprit en capacité de voyager, même dans les rêves, hein. Enfin, c'est le premier voyage, le rêve. Mmh. Et cette séance, est-ce que tu les fais à distance ou pas? C'est possible à distance, ça a moins de puissance et Mmh. il y a de la résonance, hein. Quand je fais de la sophrologie avec les personnes, souvent elles ont les yeux fermés, hein, dans les visualisations. Donc oui, elles ont, cette capacité aussi d'avoir accès à des informations, enfin des révélations par rapport à elles-mêmes. Des ouvertures, où la souffrance prend tout de suite moins d'importance, où l'ego est plus calme, il domine moins la personne. J'adore parce que tu as ramené cette expérience de mort imminente dans la matière de façon très concrète, Oui. dans le sens où tu vas faire du bénévolat en soins palliatifs, tu aides des âmes à transitionner ou au moins à s'apaiser, ce qui est énorme. Tu aides des personnes, tes consultants, à trouver un état de relaxation profonde qui peuvent Juste avec vivre. les mains, juste avec mes mains, Ouais, sans aiguille, sans musique, sans fumée, sans blabla. Avec mes mains. Non mais tu j'adore. vois l'être humain, ce qu'il est capable de faire et Mmh, c'est le monde d'aujourd'hui, c'est le monde de demain. C'est la nouvelle société, c'est la nouvelle civilisation qu'on a envie de créer. C'est cette nouvelle ère de mmh. cette belle conscience qu'on apprend à découvrir chaque jour. C'est magnifique et en plus, tu proposes alors comment c'est si on veut te contacter, comment c'est, comment tu proposes? Parce que est-ce que les médiumnités, voyances, tu fais ça en même temps que la relaxation ou pas du tout? Ça Comment peut arriver, ça peut être simultané, ouais. Là, c'est encore une fois pas moi qui décide, hein. Mmh mh. C'est vraiment, la destinée de la personne, son âme, ce à quoi elle a besoin pour aller mieux. Est-ce que c'est une médiumnité? Est-ce que c'est une décorporation? Est-ce que c'est, faire voyager son esprit, avoir des réponses aussi et puis éliminer les douleurs physiques? Il peut y avoir des contacts défunts dans une relaxation profonde et il peut y avoir des contacts défunts lors d'un tirage de cartes et lors d'un appel téléphonique, simple. Tu te laisses porter. En fait, il y a quelqu'un qui a besoin de toi, on ne sait pourquoi, qui te contacte, qui veut te consulter et toi, on va te guider vers telle ou telle chose. Nous sommes éclairés, clairement. J'adore, j'adore. Je vais prendre un rendez-vous, hein, ça m'intéresse énormément. Mais c'est incroyable de transmettre, en fait, dans un sens, parce que ce qui ressort beaucoup des expérienceurs que j'ai reçus, c'est à la fois, une rage de vivre, une force de vivre, comme tu l'expliques, mais Alors à une la rage, fois il faudrait pas, hein. Il faudrait pas ouais, avoir une force de rage. vivre. Mais une force, ça me plaît bien. Une force de vie, mais à la fois une nostalgie de l'EMI, ce qui peut être quand même assez difficile à Alors, vivre. Mais cette toi, tu nostalgie, arrives à je la nuance, Marilou, cette nostalgie. En conférence, parfois, les larmes me viennent et je dis: «Ne vous inquiétez pas, je pleure d'amour». Évidemment que je suis nostalgique, mais en même temps, j'y ai encore accès, dans ces états de et oui, relaxation profonde et je peux vous dire que j'utilise souvent cette image, c'est comme me laver les dents chaque matin. La relaxation profonde ou ce petit temps qu'on prend pour soi, c'est une hygiène de vie. C'est pour notre propre bien-être. C'est pour profiter de la vie, le plus sereinement possible et ne pas être dans un état, émotionnel complètement perturbé et être affolé de vivre. Non, il faut se canaliser, il faut s'ancrer et il faut avoir cette volonté d'aller bien. j'adore. C'est une qualité de vie, en fait,
qu'on choisit. Si on a envie de faire métro boulot dodo, eh ben, c'est notre chemin aussi. On aura la leçon un jour. Oui, et tu parles beaucoup de ça, hein, du libre arbitre et de la responsabilité de chacun et c'est très important Tout à fait. et merci de rappeler toutes ces choses importantes. J'ai envie qu'on termine sur quelque chose, je sais pas si tu te souviens, on en avait parlé lors de la première émission, où à un moment tu as eu énormément de synchronicité. Donc, est-ce qu'on peut parler juste des synchronicités? Alors après, tu peux donner des exemples avec toi si tu as envie, mais ce mot synchronicité, je sais pas comment dire, mais c'est important pour toi. Et est-ce que tu peux nous expliquer pour toi ce que c'est? Et je te laisse la parole. Ouais. Alors, merci beaucoup parce que les synchronicités me montrent que je suis sur le bon chemin. Et en parlant de ça, je vais vous partager une synchronicité récente. Enfin, récente, j'en ai eu d'autres depuis, mais de l'année dernière, qui a été d'une puissance exponentielle. Donc, comme vous le savez ou comme certains d'entre vous le savent déjà, j'ai changé de région. J'étais dans les Hauts-de-France et on avait pour projet, ma petite famille et moi, d'arriver en Bretagne. Et un matin, coup de panique, je dis à mon mari, «Oh, tu te rends compte, on a tous nos clients, on a notre maison, on a notre famille. Qu'est-ce qui nous prend de vouloir partir en Bretagne?» J'ai paniqué et mon mari me laisse, enfin, il part au travail, il me dit: «Mais t'inquiète pas, ça va le faire». Et je dis: «Bah, sympa de me laisser comme ça». Et mon père était décédé depuis quelques mois et donc j'avais pas l'habitude de lui faire des prières ou de l'appeler ou de lui demander quoi que ce soit. Je le laissais tranquille là-haut. Et en fait, ce matin-là, je lui dis: «Papa, si tu crois que je fais le bon choix de partir en Bretagne, montre-moi le chemin, donne-moi la main». C'est une phrase importante, vous allez comprendre. Je prends mon petit chien, je vais en forêt de Pierrefonds, là où je me balade depuis 20 ans. Donc je connais très bien la forêt et ce matin-là, à ma grande surprise, une salamandre me barre la route. Alors une salamandre en pleine forêt, c'est quand même pas commun. Et première réaction, j'ai de la pitié, je dis: «Oh, on t'a abandonnée là, tu es sortie de ton vivarium, ma pauvre». Après j'ai eu peur qu'elle me saute à la figure et je dis: «Mais non, mais attends, papa, c'est toi?» Tu vois le truc? Je dis: «Papa, c'est toi?» J'ai repensé à mon message du matin. Je rentre à la maison, je regarde sur, Google la symbolique de la salamandre, qui garde son sang-froid quand elle est jetée aux flammes. Ça évoque, l'apôtre, Daniel, Paul, qui survit, au combat de Lyon. Il faut savoir, première premier indice, que mon père s'appelle Daniel, en deuxième prénom Paul et que son signe astrologique est Lion. Passons. Le téléphone sonne. C'est une amie qui a vécu aussi une expérience de mort imminente. Elle a du mal à intégrer son expérience, donc elle m'appelle régulièrement et on en parle. Et à la fin de la conversation, elle me dit: «Ah Christine, au fait, c'est dingue, j'ai rêvé de ton père. Et comment je sais que c'est ton père? Parce que je suis allée sur ton profil Facebook et j'ai reconnu sa photo. Il était dans mon rêve d'il y a plusieurs semaines». Tu vois le truc? Plusieurs semaines, elle a fait un rêve. Et mon père était rayonnant, lumineux, bedonnant, dégarni, mais il rigolait. Et il dit: «Dis à ma fille Christine que je lui tiens la main». Et là, je peux te dire que je suis allée en Bretagne en volant, complètement C'est légère, énorme. rassasiée, guérie aussi de la perte de mon papa, hein. Là, ça a été la Mmh. preuve de la survivance de son âme et que le temps n'existe pas. Tu vois comment ça a été modulé? Elle a fait le rêve en amont de ma demande du matin même. C'est magnifique. Ça, c'est une synchronicité magnifique et j'en ai à l'appel, hein, des Enfin, synchronicités, j'en c'est ai une, vraiment beaucoup. synchronicité, c'est incroyable. Ah Ouais, ben c'est là, incroyable. comme tu dis, tu vas en volant, tu n'as pas le droit de douter après ça. Ouais, je suis en C'est confiance. Je incroyable. suis en confiance, ouais, ouais. Ça m'a mis bien, comme on dit. Mais ça sent. Eh ben tiens, est-ce que tu peux, comme on le sent, tu as cette motivation, mais tu as aussi ce calme qu'on ressent énormément, dans cette émission.
Peut-être plus d'ailleurs que dans la première, parce que la première, tu étais sur ton récit, tu voulais rien rater, rien oublier, parce qu'il y a énormément de détails. Et je vous le dis encore, n'hésitez pas à regarder cette émission qui est archi complète sur une expérience qui est longue en plus, qui a duré quelques jours. Mais qu'est-ce que tu peux conseiller aux gens? Alors, pas pour provoquer des synchronicités, mais là, par exemple, la demande à ton papa. Comment quel conseil tu peux donner aux gens pour, pour être plus alignés, pour peut-être mieux comprendre les synchronicités, pas forcément les suranalyser? Je te laisse la parole. Bah, c'est complexe finalement parce que c'est naturel. En fait, c'est naturel. Une synchronicité, elle ne doit pas être contrôlée, décidée. C'est une surprise qui va te remplir le cœur. C'est-à-dire que comment faire pour provoquer une synchronicité? J'en fais la demande. Mais pas la demande « je veux que ça se passe ». C'est un souhait du cœur en accord avec mon âme. C'est là où je dois être, là où je vais m'épanouir le mieux possible, par exemple. Qu'est-ce qu'il me faudrait pour être le mieux possible dans ma vie? Écoute, je vais vous en raconter une autre qui me vient. Allez, j'adore les histoires, moi. Parce que tu vois, on n'en a pas parlé, mais le couple, il a beaucoup souffert avec cette expérience de mort imminente qui chamboule la raison. Ma raison, mais aussi la raison de mon mari, qui a eu peur pour ma santé mentale, on y revient toujours. Et je parlais beaucoup, tu vois, je suis beaucoup animée par cet amour qui a besoin de prendre sa place et d'être diffusé. Et je parlais trop de mon expérience de mort imminente. Donc, mon mari me dit, écoute, t'en parles tout le temps, c'est tout le temps là dès le matin, même dans les repas de famille, on va faire des courses, tu parles de ton EMI, enfin, t'as que ça à la bouche, arrête. Et je sens qu'il faut que j'arrête, hein, parce que ça le gonfle, mais alors, fortement. Au point que ça nous fâche, hein, ça nous met en état de tension. Et je lui dis, allez, promis, j'arrête. J'arrête. Je me contrôle, on y va. Allez, viens, on va se détendre, on va boire un petit coup, on va boire une petite bière au village. On se tient la main, love in love. On marche dans la rue. Un camion passe. Une fourgonnette blanche passe avec des lettres noires. E-M-I. Je dis à mon chéri, franchement, j'y suis pour rien. Quoique, j'y suis pour rien. Tu comprends? C'est mon âme qui est sur le bon chemin. Et elle me dit, contre ma volonté. Ma volonté du cœur, c'était, continue de parler des EMI, c'est ton truc. Mais pour faire plaisir à mon mari, allez, contrôle-toi quand même. Oui, mais je comprends. Dans la même minute, je vous promets, il peut en témoigner. Le téléphone sonne. Une de ses amies d'enfance vient d'accoucher. Elle a appelé sa fille. Je vous le donne en mille. Amy. EMI. Non, mais énorme. Et ça ne s'arrête pas, en fait. Je suis insomniaque parce que j'essaye d'être dans le contrôle et en même temps, la joie me porte. Et je regarde la télé super tard et je n'avais jamais entendu parler de EMI à la télé. C'est une émission pas ésotérique, comment on dit, paranormale. Paranormal, ouais. Paranormal. Ce soir-là, ce même soir, encore l'information EMI. Donc, tu vois, c'est pour ça que je suis là avec vous. Merci. Je me mets quand même à la place de ton mari, entre la fourgonnette et la petite Amy. Je pense que c'est des punaises. Je ne vais jamais m'en sortir. Donc, l'appel du cœur, le chemin de ton âme qui correspond vraiment à ta personne, à ton karma, à là où tu vas être le mieux, à ce pourquoi tu es là, ta mission. Bon, on a plein de missions de vie, on n'en a pas qu'une. Mais voilà, une des missions pour laquelle je suis là, en tous les cas, c'est celle de parler des expériences de mort imminente. Oui, mais peut-être pas au repas de famille. Voilà, c'est ça. On ne va pas saouler tout le monde et je ne vais pas convaincre tout le monde non plus. Hein, la personne qui n'y croit pas, qui n'a pas envie, voilà. Je suis très respectueuse maintenant et je suis plus dans la bienveillance. C'est son chemin. Donc, pour demander des synchronicités, tu parles d'un alignement et aussi d'une forme de confiance. Et c'est difficile tellement c'est simple en fait, mais c'est vrai qu'on perd souvent cet état.
C'est ça, c'est Mais ça. mais tu peux nous aider à retrouver cet état, par-delà je me souviens plus le nom, c'est relaxologue? Relaxologue de pleine conscience. Mais Mmh. voilà, on fait de la relaxation. Après voilà, le vocabulaire, faut pas non plus, le charger. Il y a pas de magie, il y a pas de paillettes, il y a ça reste très Il y a pas de simple, très musique, naturel. il y a pas d'encens, il y a pas de musique. Bah, je vais te faire une confidence parce que tu nous en as fait beaucoup. Moi, quand je découvre la spiritualité, c'est le branle-bas de combat. Mon papa est très malade, donc il y a toujours cette histoire de mort qui plane. Je vis, ma vie perso, mais le chaos, c'est rien de le dire et j'angoisse. Mais quand je dis que j'angoisse, c'est que j'ai peur. Tu vois, on parle de santé mentale. J'ai peur de ne plus pouvoir sortir de chez moi. J'ai conscience qu'il faut que je fasse des efforts parce que l'ermite, il est pas loin et je ne veux surtout pas être dans cet état et je rencontre une dame qui est hypnothérapeute et en fait, c'est ce qu'on a fait. On s'est relaxé. Des hypnoses, des méditations. Elle m'a énormément aidée. Elle me prenait dès que j'appelais parce que c'était pas bien et c'est ça cet état de détente m'a aidé, bon déjà à ne plus angoisser et ça, c'était un gros morceau et surtout à m'ouvrir et c'est hyper important et c'est vrai Oui, que moi je vois qu'il y a des gens qui sont saoulés par ça, parce qu'ils ont envie que ça aille vite, ils ont pas envie de se relaxer, ils ont pas envie de prendre ce temps. Mais moi je sais que c'est le début de mon parcours, j'en parle peu, mais moi s'il y avait pas eu ça, ah ben je serais pas là, je serais oh là tu là, serais en ermite. dépression. Ouais, tu Ouais, serais coupé ermite du monde, coupé de toi-même. ouais, c'est Bah, ça et bravo, c'est important. bravo d'avoir eu cette motivation. Bah, ouais, bah, c'était vital, hein, ré alors après moi je n'ai jamais eu de pensée, sombre, au même point que toi et après chacun son parcours de vie, mais c'était vital, mais c'est intéressant à quel point, tu vois, toi tu pourrais, mettre plus en avant la voyance ou la médiumnité, mais toi ce que tu mets réellement en avant, en tout cas c'est comme ça que je le ressens, c'est vraiment ce côté, on se détend. En fait, tu aides les gens à trouver leur potentiel et ça c'est chouette et c'est vrai qu'on est très loin du new age qui va donner des solutions toutes faites. Toi, tu aides les gens à prendre leurs responsabilités et ça, c'est un beau cadeau que tu leur fais, en fait. Ouais, complètement, c'est se relier à soi-même. On oublie qui on est dans tout ce fracas et dans tout ce tohu-bohu. On oublie de C'est se ça. relier à soi. En fait, tu es devenu le thérapeute que tu aurais aimé, avoir, Ah, j'aurais adoré avoir cette technique-là dès le départ, hein, ouais. En mmh, fait, je ne pense pas que ce soit un idéal, mais je pense qu'on va dans ces thérapies-là même, dès la naissance, pour accompagner la maman, même enceinte. En fait, c'est mmh. l'avenir de demain. Enfin, l'avenir de demain, c'est un pléonasme, mais c'est, c'est Non, voilà, mais c'est oui, mais là. C'est c'est ce qu'il bien. faut. C'est C'est ce qu'il faut mettre en place pour avoir une civilisation, saine, saine d'esprit, saine de corps. Ouais et toute la vie, tous les choix qu'on fait dans cette vie-ci, heu, c'est un peu le reflet de comment va se passer notre passage. La mort, c'est un peu aussi le miroir de notre vie. Tout ce qu'on met en place dans notre vie, tous les blocages qu'on crée inconsciemment et toute la libération qu'on opère consciemment, ça va nous libérer une fois de l'autre côté. Et notre âme va se libérer totalement, elle va s'éclater, quoi. mmh. Merci infiniment, Christine. Alors, je le redis pour la 30e fois, pour bien comprendre, tout ce qui a été dit. Là, tu parles de Le société, de processus, nouvelles sociétés. Voilà. Je pense qu'il faut vraiment enfin, il faut rien du tout, mais le mieux, c'est de regarder la première partie où moi, qui m'a bouleversée parce que c'est 1 heure et demie de témoignages, intenses sur ton expérience avec tu as vécu tellement de choses, c'est vraiment incroyable. Donc vraiment, je pense que pour comprendre l'émission qui vient de passer, c'est bien d'avoir vu la première. Vous pouvez la regarder autant de fois que vous voulez. Je mets tous les liens de Christine sous la vidéo, de relaxologue en pleine conscience et tout. Et merci Christine d'avoir accepté cette 2e émission. Et comme à la première fois, est-ce que tu as un mot de la fin? avec plaisir. Je vais pas, tourner en rond. C'est-à-dire que, l'expérience de mort imminente m'a transformée moi personnellement, mais elle a aussi changé ma vision de la vie et de la mort. Et en fait,
même encore au-delà, elle change notre civilisation. C'est-à-dire que tous les choix que je fais personnellement, mais aussi que vous faites personnellement, ont un impact dans le monde. Que ce soit des choix politiques, des choix économiques, des choix de votre santé, des choix par rapport à votre psychologie. En fait, tout a un impact et tout se transforme. Il y a beaucoup de foi et beaucoup d'espoir et beaucoup d'élan à découvrir de manière tellement simple. Plus on est détendu, plus on est relaxé et plus on est en accord et aligné avec le chemin de notre âme et on est amené à se développer spirituellement. On n'est pas qu'un corps physique, évidemment. On est aussi une partie spirituelle à respecter et à développer. Voilà mon mot de la fin. Merci. Merci beaucoup, Christine. Et peut-être à très vite pour une autre émission. On trouvera toujours une idée à développer avec toi. Merci Profitez bien. beaucoup. Merci à vous.